Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Et si la culture générale devenait virale? C'est le pari de César Roussel, alias César Culture, qui séduit une large communauté sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos claires, rythmées et accessibles. Son portrait à suivre dans un instant. Et puis notre sujet du jour, smartphones, réseaux sociaux, jeux en ligne. Les premiers pas numériques des enfants arrivent de plus en plus tôt. Pour éviter les pièges et en tirer le meilleur, encore faut-il être bien accompagné. Et c'est justement la mission que tente de relever l'association Internet sans crainte, que l'on ne présente plus dans cette émission et dont nous avons le plaisir de recevoir sa directrice Axelle Dessein. Bonjour. Bonjour. On va prendre le temps d'évoquer vos actions et surtout votre nouvelle campagne Bienvenue dans la vie numérique. C'est tout de suite après le focus. Jeune et passionné, César Roussel, de son pseudonyme César Culture G, partage sur les réseaux sociaux histoires et anecdotes pour mieux comprendre le monde. À travers ses vidéos, il donne l'opportunité au plus grand nombre d'améliorer sa culture générale de façon ludique et divertissante. Il est notre influenceur du jour, signé Dylan Colère. Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Allez, vous l'aurez compris, parlons un peu culture. Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers fascinant de César Roussel, créateur de la chaîne YouTube César Culture G. À seulement 25 ans, le jeune homme affiche un parcours déjà bien rempli. Après une classe préparatoire, il intègre le programme Grande École de l'EM Lyon. Mais c'est en parallèle de ses études qu'il se fait véritablement connaître. Sur TikTok, César fait rapidement ses premiers pas en tant que créateur de contenu. Fin 2020, sous le pseudonyme de What's Up World d'abord, puis César Culture G, il propose des vidéos courtes et percutantes, abordant des sujets variés d'histoire, de géographie et même de philosophie. Son objectif est simple, rendre la culture générale accessible à tous. Et le succès est fulgurant. À ce jour, il cumule plus de 2,4 millions d'abonnés sur TikTok. Fort de cette popularité, César poursuit son aventure sur YouTube. Par sa chaîne, il reprend simplement les ingrédients qui ont fait son succès. Vidéos dynamiques, ton léger et approche pédagogique. Il y partage des anecdotes méconnues, des faits historiques surprenants, ainsi que des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Le fleuve Amazon ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Au-delà des réseaux sociaux, César Roussel s'investit pleinement dans la démocratisation de la culture. Il participe à des conférences, collabore avec des institutions éducatives et a même publié un livre intitulé « Améliore ta culture G », parvenir à enrichir sa culture générale tout en se divertissant. Voilà pourquoi César Culture G est incontournable. Alors si vous voulez terminer premier à tous vos quiz entre amis, n'hésitez plus. Le captivant César vous aidera dans votre quête de savoir. Une belle ressource de connaissances à la portée de tous. Une étude de l'association e-Enfance révèle qu'en 2023, c'est dès 5 ans et 10 mois que les enfants commencent à utiliser Internet, tandis que 46% d'entre eux sont déjà équipés d'un smartphone avant leurs 10 ans. Entre cyberharcèlement, surexposition aux écrans, premier pas sur les réseaux sociaux, il est évident que les familles sont aujourd'hui en première ligne. Alors, comment protéger les enfants sans les priver de ce que le numérique peut leur apporter? Faut-il attendre le premier smartphone pour en parler ou agir bien avant? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Axelle Dessein, directrice d'Internet sans crainte. Alors on ne présente plus les actions d'Internet sans crainte puisqu'on a le plaisir de vous recevoir régulièrement sur ce plateau. Vous lancez une opération cette rentrée, ou plutôt vous faites évoluer une initiative déjà connue, Bienvenue les 6e, qui devient Bienvenue dans la vie numérique. Alors pouvez-vous nous expliquer sur quoi porte ce programme et qu'est-ce qui a changé entre l'ancienne et la nouvelle formule ?
Alors, on avait effectivement créé cette opération Bienvenue les 6e il y a 4 ans, en fait en réaction à un hashtag qui était devenu très populaire sur les réseaux, anti-2010, qui venait rejeter en fait les jeunes de 6e à cette époque-là, et qui avait été un espèce de révélateur pour tout le monde. Quoi, des enfants de 6e, donc de 10-11 ans, sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc nous, les associations, on le savait, et c'est l'occasion d'alerter et de dire oui. Souvent, l'entrée en 6e est un moment charnière où on va équiper son enfant peut-être d'un téléphone, mais où lui-même, il va être challengé, exposé aussi à d'autres jeunes qui vont lui montrer peut-être des choses qu'il n'a pas forcément envie de voir ou être invité sur les réseaux. Donc, on s'est dit, il faut qu'on accompagne ça. Sauf que les choses évoluent et on se rend compte que les équipements rajeunissent, ou parfois arrive un peu plus tard, et on ne voulait pas enfermer cette problématique au moment de la 6e, mais considérer que cette tranche d'âge, elle est plus large, et qu'il faut peut-être aussi la préparer en amont, l'étaler dans le temps. Donc cette opération, elle vient accompagner ça, et à 360 degrés, puisque notre objectif est toujours d'accompagner tous les adultes autour des enfants, donc les enfants eux-mêmes, mais leurs parents, et aussi leurs enseignants et autres professionnels qui peuvent intervenir autour d'eux. Alors pour le coup, là, cette nouvelle formule, elle accompagne les 8-12 ans, c'est la tranche en tout cas qui est affichée. Est-ce que ça veut dire qu'avant 8 ans, on n'a pas besoin de sensibiliser les enfants, ou est-ce qu'il y a quand même des actions à mettre en place ? Alors, bien sûr qu'il faut sensibiliser le plus tôt possible, et nous, on encourage même, et on a même des outils pour pouvoir le faire dès la maternelle, avec des objets déconnectés, pour permettre déjà de comprendre c'est quoi les écrans, son rapport aux écrans, comprendre aussi comment ça fonctionne, la logique algorithmique, c'est des choses intéressantes. Plus les enfants comprennent aussi comment ça fonctionne, plus ça leur donne envie de le maîtriser. Pourquoi on a choisi cette tranche d'âge en disant aussi 8-12 ? C'est parce que les ressources qu'on va proposer, elles sont bien adaptées à cette tranche d'âge-là, et parce qu'on considère que très souvent, à partir de ces âges-là, les enfants vont être véritablement en autonomie, et les parents n'ont pas forcément conscience des dangers auxquels ils peuvent être exposés, ou ils ne vont pas forcément penser que leur enfant va avoir certains usages, comme des échanges en ligne, des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment pour pouvoir leur donner les clés, pour les préparer à ça, sans leur dire, sans leur donner caution pour aller sur ces espaces qui leur sont encore interdits. Alors l'opération s'adresse à la fois aux enseignants, aux élèves et aux parents. Alors pourquoi avoir voulu toucher ces 3 publics en même temps ? Ça nous semble essentiel. D'abord, c'est important d'avoir un discours en direction des enfants. C'est vrai que beaucoup sur le numérique, on parle d'eux, mais on sans eux. Et nous, on pense que c'est essentiel que les adultes autour des enfants, ils sont beaucoup à l'école et puis ils sont ensuite à la maison, soient outillés, parce que la réalité, c'est que pour bien accompagner les enfants, il faut aussi des adultes bien formés. Et sur les enjeux du numérique, on sait qu'aussi ils se sentent démunis. Donc nous, on leur fournit en fait des outils clés en main pour leur permettre de sensibiliser les enfants quand ils à l'école, et puis pour en parler, pour en faire un support de dialogue à la maison. Et surtout, est-ce que le dialogue, en tout cas, est-ce que tout ça a été pensé justement pour avoir un dialogue aussi entre, par exemple, l'école et les enseignants et les parents ? Tout à fait. Nous, on a toujours été dans une logique de coéducation, de façon à ce que déjà les temps de sensibilisation qui sont faits à l'école, les enfants aient envie d'en parler et ramènent chez eux quelque chose qui va permettre de poursuivre la discussion. Et là, les outils qu'on a mis en place, c'est exactement ça, puisqu'on a en fait un kit atelier pour la classe. Donc on a imaginé 5 séances, on va peut-être être amené à en reparler. Et puis, il y a un mémo pour les enfants, un mémo qui est un peu 10 bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place tout de suite. Et on l'a vraiment pensé comme quelque chose qu'ils vont ramener à la maison, dont ils vont pouvoir discuter, parce qu'il y a beaucoup de ces bonnes pratiques qui démarrent à la maison. À la maison, vous voyez. Et en quelques mots, quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les jeunes aujourd'hui en termes de numérique ? Alors, malheureusement, il y en a de nombreux. Alors, ça ne doit pas nous faire peur, ça doit juste nous alerter et surtout nous inviter à en parler avec eux. En fait, nous, on se rend compte qu'il y a un peu une zone, là, entre les 6-10 ans, où on va les laisser peu à peu être autonomes, mais on ne va pas penser forcément à les prévenir de certains risques, parce qu'on n'imagine pas adultes qui vont être confrontés à ça. Donc, pour vous répondre, la première chose, ça va être des contenus choquants. Alors, les contenus choquants, on pense à la pornographie, mais ça peut être aussi des contenus qui font peur, des contenus violents. Et on ne sait pas, par exemple, qu'en général, le premier contenu un peu traumatisant, choquant, auquel les enfants vont être confrontés, ça va être sur YouTube, entre 2 vidéos peut-être de dessins animés, une publicité, un enchaînement de vidéos qui va être du contenu pas pour eux.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ils vont être tentés de faire comme les grands, donc d'aller sur des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, c'est très facile d'y accéder, c'est très facile de mentir sur son âge. Donc là, d'être exposé à des espaces qui sont plutôt pensés quand même pour des adultes, donc avec à la fois des contenus qui ne sont pas pour eux, mais la possibilité d'être en contact avec des personnes malveillantes. L'autre risque, il est vraiment lié autour des échanges en ligne, parce que la première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est d'échanger les uns avec les autres. Et là, clairement, les enfants, ils n'ont pas les codes de ce qu'on raconte à qui, de ce qui est public, de ce qui est privé, de ce qui est même autorisé. Donc, une insulte, une moquerie, ça peut devenir du cyberharcèlement. Il y a vraiment besoin de leur donner tous ces repères-là. Est-ce que ça signifie aussi que les risques sont amplifiés par les réseaux sociaux par rapport à d'autres générations, effectivement, qui étaient peut-être un petit peu moins confrontées ? Clairement, parce que, en fait, c'est d'abord, les usages numériques se sont beaucoup réduits aujourd'hui sur son téléphone pour un jeune, et ça commence du coup très tôt. La pratique du numérique passe beaucoup par les réseaux sociaux. C'est là qu'on va se distraire, c'est là qu'on va s'informer, c'est là qu'on va suivre ses stars préférées. Qu'on sociabilise aussi. Qu'on sociabilise, qu'on va échanger, rien que sur les repères. Si on voit... pense aux générations d'avant, pour ces enfants, il suffisait d'ouvrir la porte de la chambre pour se dire « Ah bah oui, il y a ce sportif, il y a ce chanteur, il y a cet acteur. Je vois un peu quelles sont les influences de mon enfant. » Si vous regardez aujourd'hui les influenceurs les plus suivis, je pense que pour la plupart des parents, ils sont totalement inconnus. Donc on ne sait même pas les messages que nos enfants reçoivent, à quel point ça influence la construction de son identité et de son opinion. Donc oui, ça a été un accélérateur en tout cas d'accès à des contenus auxquels les enfants n'étaient pas exposés auparavant. On a évoqué le fait que vous aviez construit effectivement une maquette avec plusieurs séances pour les enseignants. Est-ce qu'ils sont demandeurs de ressources à ce sujet ou est-ce qu'il faut plutôt aller les chercher ? Non, ils sont demandeurs. On sait aujourd'hui qu'il y a un manque encore cruel de formation sur ce sujet, dans la formation initiale, dans la formation continue. Et puis, le numérique, c'est un peu un raz-de-marée, là, avec l'arrivée de l'IA qui vient encore poser de nouvelles problématiques. Et c'est pour ça ça fait partie des nouveautés aussi de Bienvenue dans la vie numérique d'ajouter cette thématique. On discute, nous, avec des jeunes enseignants qui nous disent qu'ils n'ont aucune formation dans leur formation initiale sur ces sujets. Et puis, on le regrette, mais il n'y a pas encore, l'éducation numérique ne fait pas encore partie des programmes de manière systématique. Et ça devrait être le cas quand on voit la part que ça prend dans la vie des jeunes aujourd'hui. Donc oui, ils ont besoin d'être outillés et nous, on leur propose des outils gratuits, clés en main, qui ne demandent aucune connaissance spécifique du sujet ou aucune expertise numérique. Vous avez parlé de l'éducation aux médias. Est-ce que vous avez pensé votre outil pour s'articuler justement avec l'éducation aux médias ou est-ce que vous travaillez de manière totalement indépendante ? Alors, on travaille de toute façon avec l'éducation nationale. On a une convention de partenariat. On travaille aussi très bien avec le CLEMI, qui est le centre d'éducation aux médias de l'éducation nationale. Donc, oui, l'idée, c'est de venir s'articuler, de venir compléter. L'éducation aux médias aujourd'hui, à l'école, elle reste encore très centrée sur les médias traditionnels. Or, aujourd'hui, dès l'enfance, les réseaux sociaux deviennent la première source d'information des jeunes. Donc c'est important qu'ils comprennent comment c'est structuré, qu'il n'y a pas que des vrais médias sur ces réseaux, que tout le monde peut prendre la parole et surtout que les algorithmes peuvent les enfermer aussi dans une bulle informationnelle qui ne leur est pas toujours profitable. Et quels sont les thèmes qui suscitent le plus d'échanges entre les élèves et leurs enseignants ? Est-ce que c'est par exemple le cyberharcèlement ? Est-ce que c'est plutôt l'IA, comme on vient de l'évoquer ? Le temps d'écran ? Alors, il y a plusieurs thématiques. Le temps d'écran, c'est une grosse préoccupation des adultes. C'est pas forcément une préoccupation des enfants. Bien sûr, les enfants, ce qui vont les préoccuper, ça va être les risques. Donc le cyberharcèlement, que leur image puisse être réutilisée, qu'on leur vole leurs données. Quand on les questionne, les jeunes, sur ce qui leur fait le plus peur, ce sont ces sujets-là qui arrivent en tête. Les enseignants, eux, nous réclament très fortement de l'accompagnement autour de l'IA parce qu'ils sentent bien qu'ils sont dépassés, qu'il y a une fracture qui peut se créer entre leurs apprentissages et la manière dont les jeunes se saisissent de ces outils, avec la peur aussi de tricherie, de mauvaise utilisation ou d'accès à des informations qui ne sont pas fiables. On va continuer à en parler bien évidemment dans la suite de l'émission, mais il est temps de prendre une petite pause avant de reprendre nos discussions. Et pour ce faire, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
好好好，开始了。看这个已经够糊了吧？嗯，但哇是你看，我的妈呀！好好好，开始了。看这个已经够糊了吧？嗯，但哇是你看，我。Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Axelle Desaint, directrice d'Internet sans crainte. Avec vous, on évoque les premiers pas dans le monde numérique des 8-12 ans. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors, je vous propose désormais qu'on s'intéresse au premier smartphone. C'est un outil qui arrive, on le disait, à peu près à l'entrée en 6e. Alors, première question à ce sujet. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour le premier téléphone ou est-ce que ça dépend de chaque enfant? Est-ce que finalement la 6e, c'est vraiment le bon moment? Alors, il n'y a pas d'âge idéal. C'est vrai que il faut plutôt réfléchir à ce qui se passe à partir du moment où on offre un téléphone à son enfant et quel téléphone. Donc il faut réfléchir à son besoin. Et d'ailleurs, nous, on a créé un guide premier smartphone pour accompagner les parents. Et la première chose qu'on fait, c'est un téléphone, un smartphone, oui ou non. Enfin, à quel besoin ça répond? Et on a mis un petit questionnaire parents-enfants pour voir si les besoins y matchent. Mais il faut d'abord se dire, si le besoin, c'est simplement de pouvoir joindre son enfant ou qu'il puisse joindre pour dire je suis bien arrivé à tel endroit, finalement, un téléphone classique, c'est suffisant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on lui offre un smartphone, ça devient un outil individuel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pensé pour être regardé avec quelqu'un. Donc déjà, il n'y a plus vraiment la place du parent. Et avec certitude, si on n'a pas mis les outils de protection, si on n'a pas mis de contrôle parental, l'enfant va aller vers les services les plus attractifs, des réseaux sociaux, des plateformes de jeux, qui sont parfois interdits à son âge, puisqu'on va rappeler que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Quand je dis interdit, c'est que des conditions qui sont mises directement par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que normalement, et si on ne ment pas sur son âge, avant 13 ans, on va nous dire que c'est interdit. Donc il faut juste se dire que comment on en fait un outil adapté à l'âge de son enfant. Si on décide d'offrir un smartphone, on peut faire en sorte qu'il y ait un blocage qui fait qu'il n'est pas possible de télécharger des applications de réseau social,
qu'il n'est pas possible même d'installer toute application qui soit interdite avant tel âge. Et on en fait un outil avec peut-être quelques applications de jeux ou éducatives, de façon à ce que son enfant puisse commencer à s'éveiller au numérique, que les parents puissent être à côté pour le préparer. Et puis peut-être que ce téléphone, il va d'abord être utilisable qu'à la maison pour que le parent puisse dire on regarde ensemble. Voilà. Et le souci aussi, c'est que en général, quand on arrive à l'âge du premier smartphone, les copains aussi arrivent à l'âge du premier smartphone. Alors quand on voit qu'on n'a pas les mêmes réglages, qu'on n'a pas les mêmes autorisations, il y a aussi peut-être le prêt de téléphone qui peut se faire. Dans les cours de récré, il y a aussi les échanges autour du téléphone qui peuvent se faire. Parce que malheureusement, même si on sait que normalement à l'école, on n'est pas supposé avoir ce type d'outils, dans les faits, on sait que les jeunes détournent les règles. Donc comment on fait à partir de ce moment-là en tant que parent? On instaure un dialogue? Oui, mais c'est pour ça qu'on a ciblé cette campagne sur cette tranche d'âge-là, parce qu'on sait que beaucoup vont être équipés en amont et que même si on choisit, parce que c'est une liberté de parents, c'est sa liberté éducative de choisir d'équiper ou pas son enfant va être confronté par les camarades à regarder des contenus, à regarder ce qui se passe dans un téléphone, à peut-être être aussi indirectement intégré dans un groupe classe, dans une discussion, c'est-à-dire qu'on va parler d'eux ou prendre des photos d'eux alors même qu'ils ne sont pas usagers du numérique. C'est pour ça qu'il faut les préparer, leur donner les règles, leur dire si jamais on te montre quelque chose qui te choque ou que tu n'as pas envie, tu as le droit de dire non, tu n'as pas besoin de regarder quelque chose pour être populaire ou accepté. Si des gens te disent qu'il faut faire ça pour être accepté dans le groupe, c'est que ce n'est pas des camarades recommandables. Alors je dis ça, c'est de la théorie, parce qu'il y a des vrais enjeux sociaux qui se passent, notamment à l'entrée en 6e. Il faut se positionner dans le clan et on sait que c'est ce qui amène parfois, et malheureusement, certains enfants à se mettre du côté de certaines personnes populaires qui peuvent se mettre à harceler d'autres, parce qu'il faut aussi trouver sa place. Donc, les préparer, c'est leur donner des clés justement pour savoir comment se comporter. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de les accompagner en fait vers cette autonomie numérique. C'est qu'au moment où ils ont les outils, ils sauront quoi faire. Vous parliez du cyberharcèlement. Comment réagir si un enfant est victime de cyberharcèlement ? Alors, d'abord, il faut savoir repérer, parce qu'un enfant ne va pas forcément en parler. Donc, en parler en amont, de dire que ça arrive, ça va permettre à l'enfant d'être en capacité ensuite de reconnaître quand il est victime de cyberharcèlement, et ça va permettre surtout qu'il se dise « mon parent est au courant, je peux en parler avec lui, c'est pas moi qui suis en faute ». Parce que le problème du cyberharcèlement, c'est que tout est fait pour que la victime se sente coupable et ait l'impression qu'elle mérite. Et moi, le conseil que je donne aux parents aussi, c'est que souvent, à l'entrée en 6e, c'est là que se font les groupes classes, très souvent sur WhatsApp. Et parce que c'est justement un espace qui est normalement pas autorisé avant 13 ans, ça peut être justement un outil qu'on tolère en tant que parent, en se disant, écoute, je veux pas t'exclure du groupe classe, je veux bien que tu y sois, mais on va observer ensemble. Et je vous assure que c'est la meilleure école pour apprendre les échanges en ligne, repérer justement des insultes, des moqueries, et même repérer quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le ghosting des enfants. C'est-à-dire, si on repère que son enfant, par exemple, il va demander des devoirs, il va demander un conseil, personne ne lui répond. Cette exclusion numérique, elle traduit certainement une exclusion physique et ça peut être un signal que son enfant est peut-être victime d'une mise à l'écart qui peut être déjà le terreau d'une situation de harcèlement qui deviendra du cyberharcèlement. Et si c'est lui l'auteur ? Alors, si c'est lui l'auteur, c'est des choses qui arrivent souvent. Il ne faut pas culpabiliser son enfant. On en parlait tout à l'heure, les enjeux de popularité, les enjeux de positionnement, ils sont clés et c'est vraiment pas facile pour un enfant de s'y repérer. Nous, on se rend compte que les enfants harceleurs sont souvent des enfants qui ont été harcelés ou qui se disent aussi « il faut que je choisisse mon camp ». Voilà, donc il faut leur expliquer qu'ils peuvent trouver leur place, que c'est pas en se moquant des autres ou en faisant du mal à l'autre aux autres qui vont être acceptés, que justement c'est être un futur citoyen, c'est être une bonne personne, de savoir signaler que les personnes victimes de harcèlement, elles ont besoin d'aide, donc être au contraire la personne qui va écouter, reconnaître, les aider, c'est s'assurer derrière voilà, aussi des amitiés beaucoup plus solides, c'est oser en parler et dire, voilà, tu as peut-être fait ce choix-là, mais je suis là aussi pour t'aider. Et puis d'avoir quand même conscience que c'est un délit. Et oser dire que c'est un délit pour que l'enfant se rende compte que c'est quelque chose de grave, que c'est pas de la blague, et qu'il faut le prendre, voilà, il faut prendre ce sujet très sérieusement. Et est-ce que dans ce cas dans le cadre du cyberharcèlement, vous estimez que l'anonymat en ligne est une vraie problématique ?
Non, pas du tout. C'est un faux sujet. D'abord parce qu'on n'est jamais anonyme en ligne. En fait, honnêtement, il faut vraiment casser cette idée reçue. Ça se retrouve très facilement. Alors c'est vrai qu'on encourage quand même les enfants le plus tard possible à utiliser plutôt un pseudo, un avatar pour protéger leur identité numérique, mais il ne faut pas qu'ils croient que derrière ça, c'est une autorisation de faire n'importe quoi. On les retrouve toujours et ça, c'est un message très important à transmettre. Alors, toujours à propos des parents qu'on a évoqués un petit peu plus tôt, on parle souvent de l'impact de l'exemplarité des parents dont ils font preuve ou dont ils ne font pas preuve. Au contraire, il y a un sujet qui me semble essentiel. On parle beaucoup des jeunes qui partagent trop sur les réseaux sociaux, mais qu'en est-il des parents publier les photos de ses enfants sur les réseaux? Est-ce que c'est vraiment sans danger, même quand on est adulte et qu'on pense avoir peut-être mis un peu plus de sécurité sur ces réseaux? Non, c'est un vrai danger. C'est important de continuer à communiquer là-dessus parce que en tant que parent, on est toujours extrêmement fiers de ses enfants et c'est normal. On a envie de montrer leurs exploits, on a envie de les montrer tout court. Et ces espaces de réseaux sociaux qui sont une invitation au partage invitent parents à partager, et même parfois, avant même que l'enfant soit né, on peut avoir des photos. Il y a quand même des chiffres qui sont impressionnants. On sait qu'à 13 ans, en moyenne, un enfant a déjà 1300 photos de lui partagées, et souvent pas par lui-même, mais par sa famille. Donc vraiment, il faut que les parents se rappellent. Et c'est valable aussi dans les groupes de discussion. On ne sait jamais où les choses peuvent atterrir. À partir du moment où on partage une photo, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Elle nous échappe. Et un autre chiffre qui doit alerter aussi, c'est quand on piège les pédocriminels et qu'on regarde dans leur disque dur, on se rend compte que 50% des photos viennent de contenus qui ont été partagés par les parents eux-mêmes. Donc rien qu'à d'alerter sur ces sujets-là, ça permet de réfléchir et de dire « Ok, si je poste là, est-ce que je ne mets pas en danger mon enfant? Est-ce que ça ne permet pas de le reconnaître, de savoir où il vit, l'établissement qu'il fréquente, et est-ce que la photo ne peut pas être utilisée par quelqu'un qui a des intentions malhonnêtes. » C'est aussi exposer l'image de l'enfant sans son consentement. Est-ce que ça peut aussi avoir des impacts plus tard sur son identité numérique? Oui, c'est très important. D'ailleurs, nous, on a sorti une vidéo à ce sujet. On a une série pour parler des sujets du numérique avec les enfants, et cette tranche d'âge-là, d'ailleurs, qui est très utilisée dans Bienvenue dans la vie numérique, qui s'appelle Vince et Lou. Et on a un épisode qui s'appelle « Et toi, t'es d'accord ?», pour justement parler du consentement en ligne. Et il y a ce sujet aussi des parents, des proches qui partagent du contenu sans le consentement. Et la question du consentement, elle doit commencer à la maison, avec sa famille, et de se protéger mutuellement. En fait, c'est le point de départ pour qu'ensuite son enfant adopte les bonnes pratiques et soit respectueux de l'image et de l'identité des autres. Ça, c'est certain. Bon, on aurait eu encore plein de questions à vous poser, bien évidemment, à ce sujet. On retiendra néanmoins que cette nouvelle campagne est accessible en ligne pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants. Merci beaucoup, Axelle de Sainte. Je le rappelle, vous êtes directrice d'Internet sans crainte. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.